Bonjour Sylvie, Bonjour. merci de participer à cette journée d'études. Je vous présente rapidement. Sylvie Hugues est photographe, rédactrice, particulièrement rédactrice en chef de Réponse Photo, qu'on a été très nombreux à lire et de suivre vos conseils à l'intérieur de cette revue. Elle est consultante en photographie et directrice artistique du Festival du Regard depuis 2016. Elle est conseillère artistique du prix HSBC pour la photographie en 2021, donc tout à fait actuelle. Elle Bonsoir. réalise aussi des lectures de portfolio à la Maison européenne de la photographie, grande et belle institution, et anime une masterclass avec la photographe Flore, donne des workshops, rencontres d'art, Venezia Photo, etc., etc. Et c'est sur la question du portfolio par rapport à la notion du fait photographique que nous allons vous écouter, nous donner vos informations, vos conseils et vos savoirs. Bon, d'abord, merci Olivier Poncer et Guy Meyer de m'avoir invité à cette journée d'études absolument passionnante qui fait intervenir des personnalités de haute qualité. Je rajouterai au portrait que vous avez décrit de moi le fait que je suis aussi co-auteur d'un livre qui s'appelle Concevoir un portfolio de photographie, que j'ai coécrit avec Jean-Christophe Béchet et qui est sorti aux éditions Erol il y a quelques mois, et dans lequel nous avons donné des conseils très concrets. Nous sommes revenus sur une histoire du portfolio, et c'est aussi, je pense, pour ça que vous m'avez contacté. Absolument, absolument. Ça permettait de parler de cette partie assez particulière et qui, on l'a constaté quand l'éditrice de Erol est venue me chercher. Elle s'est aperçue que les lectures de portfolio étaient quelque chose qui avait tendance à s'étendre, à occuper la plupart des festivals. Il s'était organisé de plus en plus dans les institutions. Et elle se posait la question de savoir qu'est-ce que c'était ces lectures de portfolio, à quoi ça servait, et surtout, qu'est-ce qu'un portfolio et comment réussir le meilleur portfolio possible. C'est à ça que nous nous sommes attelés à répondre dans ce livre, et c'est là-dessus que j'aimerais, moi, revenir pendant cet exposé. Donc, en fait, c'est vrai que ça peut paraître curieux de parler de portfolio aujourd'hui, où chacun, surtout les jeunes étudiants en photographie ou autres graphistes, etc., ont tous pratiquement un compte Instagram avec des images qu'ils postent. Ils doivent se dire, mais à quoi bon un portfolio? Justement, on s'aperçoit que plus que jamais, le portfolio est important. Pourquoi? Alors moi, je défends une théorie, nous en avons parlé un petit peu avec vous deux, surtout avec Olivier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les photographes sont de plus en plus nombreux. Tout le monde peut faire de la photo. Les appareils photo sont devenus des vraies machines, des vrais ordinateurs, donc il est très facile, y compris avec un smartphone, de faire de bonnes photos. Donc la difficulté, ça va être aujourd'hui, quand on est photographe ou artiste, de se faire connaître, de faire connaître son travail, de faire connaître sa démarche, d'atteindre les personnes importantes qui peuvent ensuite vous exposer, vous publier. Et ce moyen-là, c'est le portfolio qui, à l'heure actuelle, est certainement le meilleur vecteur pour montrer son travail et se faire connaître. Alors, un portfolio, c'est quoi? Parce qu'il faut peut-être commencer par là, parce qu'apparemment, le terme n'est pas toujours compris. D'abord, dans l'étymologie même du mot portfolio, on a les deux caractéristiques principales du portfolio, c'est-à-dire porter, portare, ça vient du latin, donc porter, quelque chose qu'on porte, qu'on manipule et qu'on déplace avec soi. Et folio, qui veut dire papier, donc c'est du papier, des feuilles de papier qu'on porte au départ, étymologiquement parlant. Ces portfolios, on le constitue. Alors moi, je défends l'idée que, et parmi tous les experts qu'on a interrogés dans le livre, y compris des personnalités assez importantes, que ce soit Héloïse Conessa, qui est directrice, conservatrice à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, Patricia Morvan, qui est directrice de la galerie, pas de la galerie, pardon, de l'Agence Vue, d'autres institutions, Valérie Cazin, qui est directrice de la Galerie Binôme à Paris, m'ont tous répondu, ce que nous préférons, c'est voir du papier. Alors là aussi, peut-être que les étudiants vont être un petit peu étonnés.
oui, on peut faire un PDF de ses meilleures images et le montrer sur ordinateur. Pour autant, aujourd'hui est vraiment photographe celui qui va au bout de sa démarche, puisque la photographie, de plus en plus, moi c'est ce que je défends, c'est de plus en plus un objet. Voilà. C'est-à-dire que non, tant qu'elle est virtuelle, tant qu'elle reste sur les réseaux sociaux, tant qu'elle est partagée, l'image est une image, elle n'est pas une photographie. La photographie, c'est aussi avoir réfléchi sur quel papier on l'imprime, dans quel format, est-ce qu'on la présente avec un passe-partout ou pas, est-ce que quel papier on va choisir? Est-ce qu'on va choisir un papier plutôt à matière ou un papier japonais ou un papier brillant? Enfin, tous ces ingrédients-là font partie maintenant de la réflexion du photographe et est vraiment photographe celui qui va au bout de la démarche, y compris en accompagnant son portfolio d'un texte, d'un titre. Bon, tout ça, je vais y revenir. Mais dans un premier temps, donc ce dont je me suis aperçue, puisqu'effectivement je suis, en tant que rédactrice en chef du magazine Réponse Photo, j'avais instauré à la rédaction une journée de lecture où on faisait venir les photographes qui nous montraient leur portfolio. Alors portfolio, je tiens à le préciser, c'est pas un recueil de vos meilleures images, c'est un ensemble de photos homogènes. Alors, combien de photos? C'est souvent la question qu'on me pose. Moi, je dirais qu'il faut aller entre 20 et 30 photographies maximum sur un thème, de préférence. Alors, ça pas forcément un thème comme, je sais pas, littéral, ça peut être aussi une ambiance, une réflexion, une histoire. Mais en tout cas, c'est un ensemble de 20 à 30 photographies tirées sur papier dans un certain format que vous présentez à des experts du monde de la photographie pour faire connaître votre travail. Voilà. En gros, la définition du portfolio, actuellement, c'est ça. D'autres photographes, alors évidemment, en fonction du type de photographie que vous faites, le portfolio va s'adapter. L'avantage du portfolio, comme c'est un ensemble de tirages indépendants les uns des autres, c'est un objet qui peut évoluer avec le temps. C'est-à-dire que, admettons, vous commencez à travailler sur un sujet et puis vous accumulez des images. Vous allez petit à petit faire la sélection, ce qu'on appelle l'editing. Vous allez arriver à un ensemble de 20 photos qui vous plaisent, que vous tirez, pour lequel vous choisissez un papier, et puis vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure, vous continuez à travailler, et il y a d'autres images qui sont plus intéressantes, qui viennent s'ajouter. Justement, le portfolio a cet avantage-là, que vous pouvez très bien changer une image à la place d'une autre. En l'occurrence, je crois que l'important, c'est de tirer ces images. Dans un premier temps, faire des tirages de lecture de ces images en format pas forcément grand. Il y a plein de systèmes en ligne qui existent, je pense à Picto Online, il y a plein de moyens de tirer ces images pas très chères et les déposer sur une table et faire son editing, ça c'est la première chose. Moi, vraiment, je préconise de passer par le papier. Je continue, alors peut-être que je suis de l'ancienne génération, et moi, je ne sais pas éditer mes photos sur écran. Enfin, ça, c'est quelque chose que je n'y arrive pas. Et j'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de workshops avec des photographes amateurs, professionnels, étudiants, et ils se rendent compte très vite de l'importance de tirer sur papier et de voir ces images sur une table, voire de les accrocher et de les laisser comme ça décanter. C'est un peu comme le vin, hein, la photographie, elle a besoin de se bonifier, elle a besoin de temps. Donc, comme avec le numérique, on fait beaucoup d'images, c'est devenu encore plus difficile de les choisir et de bien les choisir. Donc, moi, je conseille dans un premier temps, plutôt que de se poser la question d'Adobe Portfolio, Lightroom, machin, faites des images, tirez-les, faites des tirages 13-18, c'est bien, un bon format pour pouvoir choisir, et étalez-les, punez-les au mur pour les voir, et vous voyez au fur et à mesure celles qui tiennent la route et celles qui tombent. Voilà, ça c'est la première chose avant de faire, mais là je digresse un peu parce qu'on sort du portfolio, mais c'est le travail préalable au portfolio. Voilà. Une fois que vous avez votre ensemble d'images, comment vous allez les présenter? Alors d'abord, il faut choisir effectivement le papier sur lequel vous allez tirer. Une fois qu'on a fait ces tirages 13-18, qu'on a fait notre sélection, le choix d'un papier est très important. Imaginez que vous allez rencontrer
un galeriste, que vous voulez être exposé dans une galerie ou même dans une institution. La personne que vous allez avoir en face va être extrêmement sensible aux soins que vous allez apporter à vos tirages ou à vos impressions. Donc là-dessus, je suis catégorique et tous les experts que j'ai pu rencontrer et qu'on a interrogés dans le livre le disent, le toucher d'un papier. Parce qu'il faut savoir qu'une lecture de portfolio, mais ça je vais y revenir dans la deuxième partie, elle se fait en face à face, sur une table, en 20 minutes, et vous avez très peu de temps pour convaincre la personne que vous êtes le meilleur photographe du monde, et qu'il faut absolument que cette personne vous expose, ou vous publie, ou voilà, achète vos photos pour une collection, etc. Donc, c'est un peu comme une lecture de portfolio, c'est un peu comme un rendez-vous amoureux ou comme un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'on arrive, on se met le plus en valeur possible, on essaye de ne pas arriver en retard de préférence et on va présenter ce tirage sur du papier, un papier qui a été réfléchi en fonction du sujet traité. Il est évident que quelqu'un qui fait qui a traité un sujet de reportage comme Guillaume Chauvin au préalable, ou quelqu'un qui est plutôt plasticien ne va pas choisir typiquement le même papier. Pour le reportage, on peut peut-être être sur du papier barité ou même un tirage lambda, ça a moins d'importance que pour quelqu'un qui est plasticien ou qui aspire à avoir une exposition en galerie, qui lui va choisir un papier plus texturé, peut-être avec des fibres visibles en fonction du sujet traité. Actuellement, les papiers japonais sont très à la mode, donc attention aussi aux tendances qui font que beaucoup tirent maintenant sur papier Kozo. C'est bien le papier Kozo, pour ceux qui connaissent, mais tous les sujets ne se prêtent pas à ce genre de papier dont la matière est très visible. Voilà. Donc, il faut savoir que votre interlocuteur en lecture de portfolio, il a toutes ces connaissances-là. Il a une culture, et puis il vient en lecture de portfolio aussi pour des choses précises. Il recherche soit à donner des conseils, parce que voilà, il aime ça, il aime partager, soit si c'est un galeriste, il se dit bah, peut-être que je vais trouver dans ces lectures de portfolio mon prochain nouveau talent que je vais pouvoir exposer en galerie. Donc, le choix du papier est vraiment essentiel. Après, la question du format. Alors, il faut savoir qu'un portfolio, normalement, il faut le présenter. Alors, nous, avec Jean-Christophe Béchet dans le livre, en interrogeant tous les experts, nous nous sommes aperçus que généralement, ce qui est apprécié, c'est des tirages présentés dans une boîte. Alors, une boîte, quel type de boîte? Alors là, il y en a multiples sortes. Il y a les boîtes pH neutres qui sont vendues par des magasins comme Profot ou Artista. Vous pouvez trouver des boîtes faites sur mesure par l'atelier du cartonnage à Arles. Enfin, il y a multiples types de boîtes. Là encore, l'idée, c'est de dire, voilà, je respecte mon travail, je respecte celui que je viens voir, je vais lui présenter mon travail de la meilleure façon possible. Et souvent, pourquoi la boîte est appréciée? Elle permet de réunir dans un même ensemble les 20 ou 30 tirages que vous allez présenter et votre interlocuteur, donc directeur de galerie ou directeur d'institution ou conservateur ou éditeur de livres, peut ensuite prendre la boîte, l'ouvrir et manipuler les tirages à sa guise. Et ça, c'est très important parce que je pense que quand on n'a pas fait une lecture du portfolio, on ne se rend pas bien compte on a du mal à se projeter, à se mettre à la place du lecteur ou de la lectrice, qui lui est un expert et qui a déjà vu énormément de portfolios, qui va en voir encore plein, parce que les rendez-vous se déroulent sur 20 minutes. Généralement, c'est des rendez-vous qui se succèdent. Donc là aussi, il faut essayer de mettre tous les atouts de son côté et présenter de la meilleure façon possible pour que vous soyez remarqué, repéré, et en tout cas que vous donniez l'impression que vous prenez votre travail au sérieux et que la personne que vous avez en face, vous la respectez. Voilà, c'est presque, j'ai envie de dire, du bon sens et de la bienséance. Donc, une fois que vous avez mis ces tirages que vous avez sélectionnés, que vous avez bien tirés, pour lesquels vous allez écrire un texte, c'est important. On me pose souvent la question de savoir est-ce qu'il faut mettre un texte ou pas. Alors,
J'aurais tendance à dire oui, généralement oui, tout dépend évidemment du travail, parce que qui dit texte dit intention. Or, ce travail-là, il doit être fait avec une intention. Vous avez une démarche. Et l'idée, ce n'est pas de lire votre texte quand vous allez venir à la lecture de portfolio, mais que vous puissiez avoir ce texte-là à la fin des tirages. Vous sortez de la boîte, la personne voit que vous avez réfléchi à votre propos, qu'il y a un texte construit, qu'il y a un titre. Alors le titre, vraiment, c'est ultra important. Le titre d'une série peut vous démolir la série, comme elle peut, au contraire, donner envie à la personne qui est en face de vous de voir les images. C'est un peu comme le titre d'un livre, c'est un peu comme le titre d'un article. C'est vraiment incitatif et vraiment, il faut y réfléchir. Éviter les titres un peu passe-partout, ombre et lumière, ou des choses comme ça, ou reflet, ou des titres trop d'une banalité terrible. Moi, souvent, je dis quand vous êtes un peu en manque d'inspiration, un titre qui a rapport avec la littérature, avec avec le cinéma, par exemple, des titres de films, de livres, peuvent vous inspirer aussi. Essayez d'aller chercher aussi ailleurs dans la peinture ou dans d'autres arts des sources d'inspiration pour ajouter cette petite chose importante qui est le titre à votre travail. Donc, oui, il y a déjà une question? Non, c'est un petit débat qui continue entre numérique ou pas numérique. Et il y avait une réflexion qui disait, le principal problème, me semble-t-il, est d'accéder à ces personnes qui demandent pour la plupart d'envoyer un PDF. Donc ça reboucle sur le fait que, ok, l'objet c'est une chose, mais c'est vrai que si ce qui est demandé c'est un support numérique, quid? Oui, alors oui, non mais un PDF, on est d'accord, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous explique comment faire un PDF. Évidemment, on peut envoyer un PDF, mais là, je parle dans le cadre des lectures de portfolio qui sont de plus en plus, qui sont de plus en plus organisées par des festivals et qui surtout permettent, et c'est ça qui est important, de rencontrer la personne. Ça, je crois que là-dessus, on a beau être à l'heure du digital à tout crin, rien ne vaut la rencontre avec la personne. C'est ça qui va souvent déclencher, je l'ai vu maintes et maintes fois, j'ai exposé moi-même des personnes que j'ai rencontrées en lecture de portfolio parce qu'il y a un feeling qui passe, voilà, c'est pas la même chose que d'envoyer un PDF. Et envoyer un PDF, c'est un peu jeter une bouteille à la mer. Je vais dans votre sens, Sylvie, parce que je pense à Didier Brousse, hein, que vous connaissez très bien aussi, Oui. de la galerie Caméra Obscura. Et c'est vrai que quand on se déplace et qu'on va voir un galeriste, il nous accueille. Et pour être accueilli, si on a un objet présentable, c'est ce que vous dites, ça fait la différence avec un PDF. Ah oui, complètement. De toute façon, enfin, honnêtement, moi, quand je fais beaucoup de lectures de portfolio et mes confrères, d'autres experts aussi, quand on voit arriver quelqu'un avec son ordinateur, alors, voilà, il y a une chose sur laquelle je n'ai pas insisté, il faut être bien de me relancer là-dessus. Si je vois les images sur l'ordinateur, en fait, en réalité, qu'est-ce que je vois? Je vois une image sur un écran qui n'est pas forcément calibrée. Alors, finalement, la densité, ça va dépendre de mon écran, s'il est lumineux ou pas. Les couleurs, c'est quoi les vraies couleurs? Est-ce que l'écran est calibré ou pas? Finalement, la vraie nature de l'image, enfin, de la photographie, je ne la vois pas. Je vois une reproduction que l'écran veut bien me donner de l'image. Alors, encore une fois, quand il s'agit d'un reportage, un sujet d'actualité ou que, par exemple, c'est pas très gênant. Quand quelque chose qui se destine à la presse, on va dire, c'est peut-être un peu moins gênant, mais si vous allez voir un galeriste ou un éditeur, c'est toujours mieux d'avoir des tirages. Ça, c'est vraiment essentiel. Encore une fois, dans le cadre où il y a une rencontre entre la personne, enfin le photographe et la personne et l'expert qui va voir. Mais bon, je peux vous raconter une anecdote assez amusante. Il m'est arrivé une fois à la Maison européenne de la photo que quelqu'un arrive, ne savait pas ce que c'était une lecture de portfolio et me tende un disque dur. Et je lui dis, mais moi, je veux voir vos photographies. Il me dit, bah oui, voilà, je vous donne mon disque dur. Là, j'ai 1 téra de photographies dedans. Alors, je dis, bah non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il me dit, bah quoi, vous n'avez pas d'ordinateur? Vous ne pouvez pas. Non. Un portfolio, c'est aussi une sélection.
C'est-à-dire que vous avez choisi, dans le thème que vous allez traiter, un certain nombre d'images. C'est là où on voit aussi la maturité du photographe qu'on a en face de soi. C'est-à-dire quelqu'un qui sait architecturer son propos, qui sait choisir ses images, qui sait les séquencer. C'est-à-dire que les images, elles arrivent dans la boîte dans un certain ordre. Et ça se travaille. Qui a choisi son papier, qui a choisi son format, qui met une marge ou qui met pas de marge. La marge, elle peut être plus ou moins grande. Donc, vous voyez, enfin, le portfolio dit énormément de choses du photographe et de la conscience photographique qu'il y a derrière, de la démarche, de la réflexion qu'a eu la personne en matière de photographie. Encore une fois, je dirais pas ça, j'aurais pas dit ça il y a 20 ans, j'aurais pas dit ça il y a 15 ans ou 10 ans. Aujourd'hui, c'est essentiel. Il faut voir quand même que dans toutes les tours de portfolio, il y a vraiment, il y a énormément de photographes, il y a énormément d'artistes, il y a énormément de graphistes, de personnes qui se mettent à la photographie. Et donc, il faut se battre, quoi. Donc, il faut se battre avec des bonnes armes. Et pour moi, le portfolio reste une arme vraiment essentielle. C'est votre carte de visite, c'est votre vitrine. Donc, il faut la soigner au maximum. Donc, je suis un peu peut-être pénible avec ça, mais franchement, j'y crois profondément parce que j'ai cette expérience-là et j'ai des retours de personnes, encore une fois, de vraies personnalités du monde de la photographie qui m'ont fait le même retour. Plus votre portfolio sera soigné, plus votre présentation sera soignée aussi, parce qu'il faut préparer sa présentation. Alors justement, j'y viens. Les lectures de portfolio, comment ça se passe? Alors en général, ça se déroule au sein de festivals de photographie, et vous en avez vraiment pléthore maintenant. Ça peut se dérouler, j'imagine que la Chambre à Strasbourg peut-être en organise aussi, ça peut se dérouler au sein d'institutions. Je sais que par exemple, il y a la Maison européenne de la photo qui effectivement, où je fais des lectures de portfolio. Je sais que le Jeu de Paume en a organisé l'année dernière aussi. Alors il y a des rendez-vous qui sont Arles, les rencontres d'Arles, on organise à la fois des payants et des pas payants dans le in et dans le off. Voilà, donc il y a quand même plein d'opportunités de rencontrer des experts. Donc, je me dis, c'est dommage quand même de se priver de ça. Parce que c'est vrai qu'un coup de fil à quelqu'un, envoyer un PDF, honnêtement, il y a peu de chance. Alors, c'est vrai pour les iconos, pour les chefs de service photo dans des magazines qui font consciencieusement leur travail. Mais honnêtement, envoyer un PDF à une galerie, c'est vraiment la bouteille à la mer. Moi, j'ai oublié de dire que effectivement, je travaille aussi avec la galerie Camera Obscura et donc Monsieur Bruce. Et je peux vous dire qu'il y a au moins 5 PDF qui arrivent par jour. Autant vous dire que c'est impossible, et c'est pas un manque de respect, mais c'est impossible d'ouvrir tous les PDF et de répondre à tout le monde. Ce n'est pas gérable. Donc, par exemple, le jour où vous voulez rencontrer Monsieur Bruce ou un directeur d'une galerie ou une directrice d'une galerie, surveillez toutes les lectures de portfolio qu'il y a dans les festivals. En plus, en général, c'est mis en ligne sur les sites des festivals. Vous avez tous les experts qui s'affichent et vous pouvez prendre rendez-vous avec eux. Alors après, ce qui est important aussi, c'est de bien choisir son expert. C'est-à-dire que ne prenez pas des rendez-vous avec tout le monde en vous disant plus j'envoie et plus je multiplie mes chances d'être remarqué. C'est un mauvais calcul. Vaut mieux peut-être en voir peu et bien les choisir plutôt que d'en voir plein en se disant dans l'eau j'aurais peut-être une chance. Si vous choisissez un expert, choisissez-le en fonction du travail que vous voulez montrer. Ça sert à rien d'aller voir avec un reportage un galeriste, puisque lui un galeriste, c'est quelqu'un qui vend des photos. La galerie, ça fait toujours rêver, mais il faut pas oublier que c'est un lieu marchand, c'est un commerce. Donc c'est quelqu'un qui va voir tout de suite le potentiel de vente de vos photographies. Si vous faites un reportage sur les migrants, il y a peu de chances que ça se retrouve au-dessus du canapé dans un grand loft parisien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a adéquation, c'est là où il faut être un petit peu malin et intelligent et bien connaître le marché, bien connaître le monde de la photographie. Donc, évidemment, il est important de connaître les experts. De même que maintenant, avec Internet, c'est très facile de se renseigner sur les personnes qu'on va rencontrer, quels sont leurs goûts, qu'est-ce qu'ils exposent. Si c'est un éditeur,
quel livre il a déjà édité. Le mieux, c'est déjà d'en avoir acheté pour connaître un peu sa ligne éditoriale. Là aussi, ça paraît du bon sens, mais combien de fois ça m'est arrivé, quand je faisais des lectures de portfolio à l'époque de Réponse Photo, du magazine Réponse Photo, de voir des jeunes photographes qui arrivaient en n'ayant jamais ouvert le magazine. Il n'y a rien de plus agaçant. D'abord, on a l'impression qu'on se fout de vous, quoi. Enfin, et en plus, on montrait des travaux qui n'avaient aucun lien avec ce qu'on pouvait publier. Donc, c'était du temps perdu, à la fois pour la personne qui montrait les images et pour moi. Donc, c'est un peu idiot. Donc, très important, bien se renseigner sur les experts que vous allez rencontrer. Oui. Alors, une petite question technique. Qu'est-ce que les marges induisent chez vous de positif ou de négatif, alors là, intéressant, dans vos lectures? Oui, très intéressant, mais alors vraiment, je ne peux pas répondre comme ça de but en blanc, parce que vraiment, ça dépend des travaux. Ce que ça induit, c'est de savoir si la personne a réfléchi. Si les marges sont judicieuses par rapport à l'image, je prends un exemple, j'ai eu parmi mes stagiaires quelqu'un qui faisait un travail très intime, très beau, très délicat, et qui a choisi de le tirer sur un format, on va dire, environ A4, 24-30, avec des grandes marges. Et les photos étaient petites dans la feuille. Bah, je trouvais ça, voilà, en adéquation. Son propos, ses photos intimes étaient en adéquation avec la façon dont elle le présentait dans la feuille de papier. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. À l'inverse, un travail beaucoup plus contemporain, moderne, de paysage, par exemple au 6:7 ou en numérique, etc., peut se passer de marge. Vous voyez, enfin, tout dépend des travaux présentés. Ce qui est important, c'est que, par exemple, un travail avec un passe-partout induit, ça c'est sûr, quelque chose. C'est-à-dire que c'est un travail qui va être plus classique. Des photographies noir et blanc sous passe-partout, ça connote d'une certaine histoire de la photographie. C'est encore possible de présenter ça aujourd'hui. Ça fait un petit peu désuet. Pour autant, si ça a, voilà, du sens avec le travail, pourquoi pas? Est-ce pertinent d'envoyer un support imprimé, un mini-book ou une maquette de livre, hors lecture de portfolio organisé, pour démarcher les galeries et les éditeurs? Oui, oui, tout à fait. C'est même d'autant plus que rares sont ceux qui le font, donc ça sera d'autant plus remarqué. Après, il faut que, évidemment, ça soit bien imprimé et bien fait, parce que ça peut aussi vous desservir. Mais alors, peut-être je finis sur la lecture de portfolio, justement. Donc, vous vous inscrivez aux lectures de portfolio, vous avez donc choisi votre expert et vous allez avoir 20 minutes pour convaincre. C'est un speed dating, hein. Donc, j'aime bien cette image parce que voilà, moi souvent je propose, je conseille aux personnes qui vont rencontrer des experts de se préparer un petit peu avant, voire la veille de répéter, face à un miroir ou avec un ami, une amie, faire un espèce de jeu de rôle comme ça, parce que vous avez 20 minutes alors 20 minutes, ça paraît long, mais ça peut aller très vite, puisqu'en fait, pendant ces 20 minutes, vous allez vous présenter, vous allez dire qui vous êtes et rapidement, et ensuite vous allez expliquer votre démarche, laisser l'expert s'imprégner de votre univers en ouvrant la boîte, en regardant lui-même les tirages. Souvent, on me pose aussi souvent la question de savoir est-ce qu'il vaut mieux que ça soit moi qui déplace les tirages. Alors tout dépend. Si par exemple il n'y a pas de marge et que c'est du Fujiflex, c'est-à-dire ces supports brillants qui marquent beaucoup et que vous avez des gants, peut-être c'est mieux que ce soit vous qui les déplaciez. Après tout dépend. Le mieux c'est de demander à l'expert qu'est-ce qu'il préfère. Est-ce qu'il préfère lui regarder tranquillement et vous prenez la parole. Surtout, ce qui est important, c'est d'être dans l'écoute aussi. Je sais qu'il y a beaucoup et dans le livre que nous avons fait avec Jean-Christophe Béchet, Concevoir un portfolio de photographie, on a interrogé aussi des photographes qui ont fait des lectures de portfolio pour avoir un retour d'expérience. Et on s'aperçoit que dans les conseils qu'ils donnent, c'est écouter les critiques. Parce que des fois, c'est pas facile, quoi. Quand votre travail, c'est votre bébé, vous le portez, vous y croyez, et celui qui est en face de vous, vous sentez que ça passe pas, que ça lui plaît pas. Des fois, il dit rien. Alors ça, c'est troublant. Quand il y a du silence, ça peut être très déstabilisant. C'est assez intimidant, une lecture de portfolio, hein, faut le savoir. Donc, ne soyez pas désarçonnés. Soyez sûr de vous, mais en même temps à l'écoute. Si vous voyez qu'il n'y a pas de réaction,
interrogez la personne, dites mais qu'est-ce que vous en pensez, et essayez toujours d'avoir une attitude positive, à l'écoute, etc. Et de partir toujours de la lecture de portfolio avec un petit plus que vous aurez gagné, que vous aurez obtenu de la personne, que ce soit, si la personne n'aime pas votre travail, peut-être lui dire, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un d'autre qui pourrait, à qui ça pourrait intéresser, par exemple, ou est-ce que vous imaginez qu'est-ce que je pourrais en faire, comment ce travail pourrait évoluer. Vous voyez, être toujours disposé à écouter les critiques que va vous faire l'expert. Ça, c'est très important. Donc, bien préparer sa lecture, bien choisir son expert, avoir avec soi, c'est très important, une carte de visite ou un petit feuillet A5, alors ça rejoint un peu ce que dit la personne, pour laisser, si le contact se passe bien, si l'expert qui vous rencontre aime le travail, c'est toujours bien de lui laisser vos coordonnées sur une feuille. Ça peut être une feuille format A5, ou ça peut être une carte de visite avec un visuel qui est l'image emblématique du travail. Et comme ça, après, vous demandez son email si le rendez-vous se passe bien, et ensuite vous pouvez le contacter quelques semaines après pour reprendre contact. Vous avez bien aimé mon travail, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, la lecture de portfolio, elle sert à ça, elle sert à créer une rencontre. Et elle sert à pouvoir ensuite essayer d'aboutir à une exposition, à un livre, ou être au milieu d'une exposition collective, par exemple, parce que votre travail a été remarqué. Après, il ne faut pas se décourager. Souvent, les lectures de portfolio n'aboutissent pas forcément, mais vraiment, c'est un bâton de pèlerin. Votre portfolio, vous allez le porter avec vous, et un jour, à force de voir des experts, à force de rencontrer des gens, votre tête va être connue, votre travail va circuler. Et par exemple, si ensuite vous l'envoyez aussi un appel à candidature ou un concours, peut-être que vous allez retrouver dans le jury des personnes qui ont déjà vu votre travail auparavant, qui le connaissent et qui se disent « Ah oui, cette personne, je me souviens, c'était bien passé. Oui, ça ne me correspondait pas comme travail, mais peut-être pour l'appel à candidature, ça peut être bien. » En fait, voilà, c'est un travail aussi de relationnel. Ce que je conseille aussi, c'est des fois d'avoir un deuxième portfolio sous le coude. Alors moi, je suis désolée, je donne des conseils ultra concrets et je passe pas beaucoup d'images en PDF. J'avais préparé un PDF, mais bon, je sais pas si c'est vraiment très utile, qui reprenait quelques pages du livre. Mais bon, je peux le montrer après. Je conseille toujours d'avoir aussi un deuxième portfolio au cas où, si jamais vous voyez que le premier portfolio n'intéresse pas la personne, c'est-à-dire un deuxième sujet que vous avez travaillé et qui peut être soit l'expert que vous rencontrez est emballé et se dit « Ah, mais vous faites d'autres choses », et là, vous avez le deuxième dossier à lui montrer, et dans ces cas-là, c'est génial. Soit vous voyez qu'au contraire, il n'adhère pas trop au sujet que vous avez abordé, ou il n'est pas sensible, et dans ces cas-là, vous pouvez lui dire « Écoutez, j'ai aussi cet autre travail-là que vous pouvez regarder ». Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être. Je veux bien que vous montriez quelques pages de l'ouvrage. Oui. La couverture du livre. Très bien. Donc voilà, c'est ça que je voulais montrer. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment bien. Mais ici, par exemple, dans ce portfolio-là, on peut voir qu'en plus de la boîte, des tirages, du texte, plus un texte aussi avec un CV, c'est toujours bien de l'avoir aussi dans la boîte pour vous présenter votre parcours, si vous avez fait ou pas une école. C'est d'avoir cette planche contact qui reprend un peu toutes les images, le titre, votre nom et quelquefois des légendes s'il y a besoin de texte sous les photographies. Donc ça, c'est un exemple de portfolio. Alors ça, c'est un portfolio d'un photographe que j'avais reçu à la Maison européenne de la photographie, Pascal Rivière. Et c'était assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui était venu me voir avec vraiment un travail pas du tout abouti. Et je dis pas ça, ça peut paraître prétentieux, mais bon, il a vraiment écouté mes conseils et petit à petit, il a créé un vrai portfolio. Donc ça, c'était l'exemple de Diane Arbus. Alors, tout ça pour vous expliquer que le portfolio, ça a toujours existé dans l'histoire de la photographie. En définitive, quand on a fait ce livre, on s'est aperçu
que dès 1844, Henry Fox Talbot, qui était donc en Angleterre, on va dire, à la même période, il y avait Niepce en France et Fox Talbot en Angleterre, avait déjà créé un portfolio à partir de planches de 24 calotypes. Et puis, on s'est aperçu aussi que dans l'histoire de la photographie, il y avait des exemples de portfolios célèbres, parce qu'un portfolio, ça peut être aussi quelque chose qu'on vend. Et c'était le cas ici avec Diane Arbus. Diane Arbus, grande photographe américaine, qui a eu beaucoup de mal dans les années 50 et 60 à s'imposer en tant que photographe et qui a donc construit ce portfolio de 11 photographies qu'elle a réussi à vendre à 2 exemplaires seulement. La Bibliothèque nationale de France en a un exemplaire et qui est maintenant devenu un objet mythique et qui a été édité par un éditeur de photographie. On peut l'acheter à un prix relativement modique, mais bon, c'était pour dire que voilà, un portfolio, ça peut être aussi un objet qu'on vend. C'est-à-dire qu'on peut faire un livre, mais finalement, on peut aussi décider de faire une jolie boîte avec des tirages et les vendre en les numérotant pour leur donner un côté un peu unique. Là, c'était l'exemple de Gilbert Garcin. Alors, Gilbert Garcin, c'est un monsieur qui a, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un photographe qui a démarré à la retraite. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un exemple pour nos jeunes étudiants, mais il était gérant d'une entreprise de luminaires à Marseille et il a fait un workshop à Arles avec un photographe qui lui a conseillé de faire des petites miniatures, des autoportraits en petites miniatures. Et il a donc fait ces photographies où il se met en scène, tel un monsieur Hulot de la photographie. Ce sont des petites fables philosophiques avec des textes. Et en fait, toute son histoire à lui, parce qu'il était inconnu, il connaissait personne, il n'avait aucun réseau et en fait, il a fait un portfolio qu'il a envoyé. Comme il avait 65 ans, il n'était pas né de la dernière pluie, qu'il avait géré une entreprise, il était quand même assez malin. Donc ces images, une fois qu'il les a donc fait tirer par son tireur noir et blanc, il en a fait un portfolio qu'il a envoyé. Il est allé sur Internet, il a regardé toutes les adresses de galeries et de festivals dans le monde. Et en fait, il a envoyé ce portfolio-là. Alors, ça répond à la question que nous avions tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup d'envoyer un imprimé, que ce soit un petit livre? Il existe plein de moyens maintenant de faire des livres, des carnets. Il y a une entreprise qui s'appelle Oblique qui fait des petits carnets absolument magnifiques, très bien imprimés. Donc, ce monsieur Gilbert Garcin, à 60 ans, à la retraite, il envoie des portfolios un peu partout, à toutes les galeries du monde et tous les festivals. Et il décroche donc une exposition au Portugal à Encontros de Imagem. Et cette exposition va être remarquée par une galeriste, Christine Ollier des Filles du Calvaire. Et cette dame va l'exposer à Paris Photo et ça va faire un carton. Aujourd'hui, il est représenté par la galerie Camera Obscura. Mais vous voyez, tout a démarré avec un portfolio. Donc oui, il faut envoyer si vous pouvez. Alors évidemment, tout ça a un coût. C'est vrai. C'est malheureusement vrai, le PDF n'a pas de coût, enfin, si ce n'est votre ordinateur et le travail que ça nécessite. Un portfolio papier, forcément, a un coût. Mais franchement, si c'est bien ciblé, si c'est bien fait, ça peut déboucher sur quelque chose. Après, dans notre livre, nous avons fait parce qu'il y a différents types de portfolios. Donc, il y a le portfolio de celui qui débute, donc qui va être surtout conçu pour être montré lors des lectures de portfolio, pour décrocher une commande ou pour être exposé au sein d'une exposition collective, parce que pour un premier coup, c'est assez rare qu'on décroche une exposition solo. Voilà, donc là c'est intéressant de bien réfléchir à la façon dont vous allez articuler ce portfolio, le papier que vous allez choisir, ce que vous allez rajouter un CV, des références, choisir un titre, mettre un texte qui explique clairement votre démarche. Alors voilà une petite image pour ceux qui ne connaissent pas de comment se déroulent certaines lectures de portfolio. J'ai oublié de dire que au niveau du format, ne tirez pas trop grand votre portfolio. Si jamais votre travail, vous l'avez imaginé dans votre tête au mur en format 1 mètre par 2, dans le portfolio, vous n'allez pas pouvoir montrer vos images dans ce format-là. Parce que, comme vous pouvez le voir là sur cette photo, c'est voix off à Arles,
Ce sont des petites tables, généralement. Quelquefois, les conditions sont assez difficiles. Là, c'est la cour de l'Archevêché à Arles, où il fait 40 degrés l'été. C'est au mois de juillet. Des fois, il y a du vent, de la poussière. Donc, il vaut mieux avoir un portfolio format A4 dans une boîte qu'on peut trimballer avec soi facilement, qui vous scie pas l'épaule à la fin de la journée où vous êtes fatigué et du coup, vous n'êtes pas très efficace en rendez-vous. Donc, de préférence, un format A4, puisque en fait, les conditions de lecture ne sont pas toujours idéales. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Un autre exemple, c'est les portfolios d'artistes. Donc, c'est ce que je disais. On peut aussi destiner un portfolio en faire un objet particulier. Donc, moi, je parle de boîte pH neutre, mais vous pouvez aussi imaginer concevoir votre propre boîte, lui mettre un objet particulier dessus, un tissu, par exemple. Donc, tout ce qui peut vous faire remarquer est toujours bon à prendre. Après, il ne faut pas non plus que ça soit trop délirant non plus, hein, parce qu'il ne s'agit pas de passer pour un original. Voilà. Alors, le Leporello. Alors, quelquefois, en lecture de portfolio, des photographes préfèrent venir avec un livre parce qu'ils ont imaginé la forme, d'abord parce que leur travail, ils le destinent à un livre, ou parce qu'ils trouvent que c'est mieux pour eux, ça leur permet de mieux organiser le travail, ou en forme de Leporello. Là, c'est un portfolio. Alors, le Leporello, c'est un livre accordéon. C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Et Véronica Mecchia, par exemple, l'artiste qui a fait ce livre d'artiste, est quelqu'un qui vend ce portfolio sous forme de livre d'artiste. Donc, pour vous dire que pourquoi pas. Moi, je préfère voir les tirages de façon indépendante les uns des autres, mais je ne suis pas contre la forme livre si vous, par ailleurs, vous êtes habile avec la maquette, si vous savez séquencer vos images, si vous savez bien choisir les vis-à-vis, même si ça induit quand même une lecture particulière du travail. Faut pas l'oublier. Oblique, c'est deux O, B-L-I-K, et c'est un couple qui s'est installé près de Lyon avec ils ont une machine qui fait de l'impression numérique, et ils font du façonnage, hein, du petit façonnage, et ils font des carnets notamment qui sont très bien faits. Ça a l'avantage d'être deux personnes, donc c'est facile de les contacter par téléphone. Lui était un ancien photographe, donc il apporte un soin particulier à la chromie des images. C'est vraiment des gens très sérieux, ça coûte pas très cher. Ça peut être l'occasion aussi quand on fait une expo, de se faire un petit catalogue d'expo via leur service. Mais il en existe plein, hein, donc voilà. Donc là, j'ai mis une page où on voit Héloïse Conessa, qui est donc conservatrice pour la photographie contemporaine au département des estampes de la Bibliothèque nationale de France, que nous avons interrogé comme d'autres experts. Nous la voyons là en lecture de portfolio au Photonal de Beauvais, qui est un festival qui se déroule chaque année à l'automne en Picardie. Et ce que je trouvais, pourquoi je l'ai choisie elle parmi tous les experts que nous avons interrogés, parce que je trouvais qu'elle avait, pour moi, bien résumé ce qui était important au niveau de ce qu'il faut retenir pour une lecture. Alors évidemment, je n'ai pas le PDF. Enfin, en gros, elle disait bien choisir ses images, être clair dans ses propos, bien choisir la personne à qui on veut montrer ces images, et surtout avoir un objectif très clair de ce à quoi, enfin, si on se déplace et qu'on va voir quelqu'un, savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on veut en tirer. Être bien clair dans sa tête. Après, j'arrive à Pascal Rivière. Donc, dans notre livre, nous avons aussi, en plus des experts que nous avons interrogés, des avis de photographes qui ont vécu l'expérience de la lecture de portfolio. En l'occurrence, la Pascal Rivière, le fait d'avoir montré son portfolio, en l'occurrence, c'était au Festival du Regard, le festival que j'organise parce que j'anime, en tant qu'ancienne photographe, enfin, je suis toujours photographe d'ailleurs, et aussi organisatrice de festival, j'ai tenu à faire des lectures de portfolio gratuites avec des experts. Il faut savoir que les lectures de portfolio, elles peuvent être soit gratuites, soit payantes. Alors, dans les prix, il y a plein de, il y a toutes sortes de tarifs. Les lectures de portfolio à Arles sont assez onéreuses, mais ça vaut
peut-être le coût. Tout dépend qui vous voulez rencontrer, évidemment. Il y a des directeurs d'institutions dans des musées étrangers qu'on ne peut rencontrer qu'au travers de ces lectures de portfolio à Arles dans le IN. Moi, j'aurais tendance à dire, évidemment, de privilégier les lectures de portfolio gratuites ou pas trop chères, parce qu'il ne s'agit pas de se ruiner, parce que c'est ça qui est terrible en photographie, c'est que le photographe, il paye à toutes les étapes. Donc, j'ai tendance à privilégier les lectures de portfolio gratuites. Pour autant, si payer une lecture de portfolio à Arles, une certaine somme vous permet de rencontrer quelqu'un dont vous rêvez, je sais pas, le directeur de la photo du MoMA à New York, par exemple, bah, faut pas hésiter, quoi. C'est sûr que c'est un luxe et un privilège qu'on a la possibilité. On est un des rares milieux, quand même, la photographie, contrairement au cinéma ou à d'autres milieux, où on peut rencontrer quand même des sommités, où les directeurs d'institutions sont relativement accessibles, dans les festivals notamment, et à Arles en particulier, où il fait chaud, où on peut les retrouver aux terrasses de bistrot en train de boire un pastis ou un verre. Donc voilà, il y a cette convivialité en photo qu'il ne faut pas oublier. Donc alors Pascal Rivière, il vient au festival du regard montrer son travail au directeur de l'Œil Urbain, au directeur artistique de l'Œil Urbain, qui est un festival qui se déroule à Corbeil-Essonnes. Et grâce à ce portfolio, il a été remarqué, il a pu décrocher une exposition. Donc voilà, c'est typiquement, la rencontre s'est faite et il y a eu un bon feeling qui s'est passé. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est superbe. Merci beaucoup, Sylvie. C'est superbe, Sylvie, merci beaucoup. Et je trouve que c'est à point nommé parce qu'on aura traversé pendant la journée les trois notions propres, intrinsèques à notre sujet du jour, le fait photographique, à savoir la photo comme image, la photo comme photo, et la photo comme objet. Et c'est vous qui terminez avec cette dernière notion, la photo comme objet, parce qu'elle a cette matière, elle a cette présence, elle a cette qualité propre au papier, au choix du papier, éventuellement à la gélatine argentique, etc., qui donne effectivement cette facture. Donc trois notions, image, photo et objet, pour un seul sujet, le fait photographique. Merci à vous. Merci Sylvie, merci à vous, merci à tous et à toutes.